Bienvenue à cette capsule vidéo au sujet de l'ajout de nouvelles orientations en traumatologie et de quelques rappels sur l'EQTPT. Elle se veut une synthèse et un complément des nombreux communiqués du directeur médical de la Montérégie diffusés de juin 2021 jusqu'à août 2024. Ces communiqués concernaient soit l'EQTPT, soit des orientations modifiées. Dans cette mise à jour de notre capsule vidéo, nous avons intégré les informations diffusées dans les plus récents communiqués. Ces récents communiqués du directeur médical sont intitulés « Patients du bassin de desserte de l'hôpital Pierre-Boucher, victimes d'une chute de leur hauteur, qui devons-nous orienter vers l'hôpital Charlemagne? Orientation primaire vers l'hôpital Sainte-Justine de Montréal pour la clientèle traumatisée ayant un déficit neurologique. Détresse respiratoire sévère non contrôlée en contexte traumatique. » Plusieurs sujets seront donc abordés. Pour une consultation rapide, vous pouvez cliquer sur la description de la vidéo. Vous y trouverez la chronométrie. Il vous suffira de cliquer sur le minutage à gauche pour que la vidéo soit lue directement en débutant au moment choisi. Nous ferons d'abord quelques rappels sur l'EQTPT. Ensuite, nous aborderons le sujet des orientations modifiées pour les femmes enceintes de 20 semaines ou plus, puis celle des orientations modifiées pour les traumatismes spinomédulaires, et nous terminerons par le sujet des patients victimes d'une chute de leur hauteur pouvant être orientés vers l'hôpital Pierre-Boucher. Débutons avec les principes généraux. Rappelons d'abord que le délai maximal de transport lors de l'application de l'EQTPT est de 70 minutes et ce, depuis le 12 novembre 2021. Afin de bien appliquer l'EQTPT et de bien choisir le centre hospitalier pouvant le mieux traiter la condition du patient, il est important de rappeler ici quelques principes en lien avec son application. Premièrement, l'EQTPT doit être évalué dans le véhicule ambulancier juste avant le départ. Pour bien appliquer l'EQTPT, selon la situation, le paramédic devra au préalable évaluer les signes vitaux, évaluer la nature de la blessure, évaluer la cinétique à risque, évaluer les besoins particuliers du patient et évaluer les autres éléments finaux. Ce sera selon la situation parce que lors de l'appréciation du patient traumatisé instable, nous visons un temps d'intervention sur les lieux de 10 minutes ou moins dû à la chronodépendance du pronostic. Pour tous les cas de traumatisme, ce qui n'a pas été fait sur la scène doit être fait durant le transport. Une fois le patient installé dans le véhicule, le déplacement devrait débuter de façon immédiate. Seule une prise de tension artérielle est faite lorsque celle-ci est requise pour établir le centre receveur et que le trajet initial serait modifié par cette donnée. L'objectif est de transporter le bon patient vers le bon centre hospitalier dans les meilleurs délais. À titre d'exemple, en présence d'un patient positif à l'étape 1 ou 2 de l'EQTPT, lorsque le critère a été objectivé avant l'arrivée dans le véhicule et qu'il est toujours présent, il ne faut pas retarder le départ. La prise de tension artérielle et l'examen secondaire seront complétés en transport. Ils doivent être faits en toutes circonstances s'il est possible de procéder sans nuire aux soins cruciaux comme l'assistance ventilatoire. L'examen neurologique et l'examen de la colonne vertébrale font partie de l'examen secondaire. Rappelons ici que les patients correspondant aux étapes 1 et 2 de l'EQTPT doivent normalement être orientés vers un centre de traumatologie tertiaire si disponible dans un délai maximum de 70 minutes selon l'organisation régionale. Un centre tertiaire est une salle d'urgence avec toutes les spécialités qui touchent la traumatologie. Ce centre peut répondre aux besoins de plusieurs régions environnantes. En Montérégie, selon le lieu de prise en charge, l'organisation régionale prévoit l'orientation de patients traumatisés vers 5 centres de traumatologie tertiaire, soit l'Hôpital général de Montréal, l'Hôpital Montréal pour enfants, l'Hôpital Sainte-Justine, l'Hôpital Sacré-Cœur et le CHU Fleurimont. En Montérégie, un centre de traumatologie a un statut particulier. Il s'agit de l'hôpital Charlemagne qui est un centre de traumatologie de niveau secondaire régional. En plus des services dispensés normalement par un centre secondaire, l'hôpital Charlemagne offre de la neurochirurgie. Il est donc un centre de neurotrauma, ce qui lui confère le niveau de centre de traumatologie secondaire régional. L'hôpital Charlemagne est en mesure de desservir un plus grand bassin de population.
Il agit donc comme un centre tertiaire pour son bassin de desserte habituel et quelques villes du bassin de desserte de l'Hôtel-Dieu de Sorel. Parlons maintenant de la détresse respiratoire sévère non contrôlée en soins préhospitaliers. Ce segment a été mis à jour suite à la diffusion en août 2024 du communiqué clinique intitulé « Détresse respiratoire sévère non contrôlée en contexte traumatique ». Une fois le QTPT établi, si le patient correspond aux critères de l'étape 1, le transport vers un centre de traumatologie tertiaire est optimal. Il y a toutefois deux exceptions. Les patients en ACR et les patients en détresse respiratoire sévère non contrôlés en soins préhospitaliers. Tel que mentionné dans nos protocoles, ces patients doivent être transportés au centre hospitalier le plus près. Ceci inclut les centres hospitaliers non désignés par le QTPT. Donc, il peut s'agir d'un centre de traumatologie ou non. Si l'ACR est aisément objectivable, le défi pour les paramédics lors de la prise en charge d'un patient victime d'un traumatisme majeur correspondant à l'étape 1 de l'EQTPT se situe au niveau de la gestion des voies respiratoires, plus spécifiquement en présence d'une détresse respiratoire sévère non contrôlée. L'auscultation, la saturation, le TCO2, la coloration du patient, la présence ou non de blessures thoraciques ou de barotraumatisme sont quelques-uns des éléments sur lesquels le paramédic pourra appuyer son jugement pour déterminer s'il contrôle ou non une détresse respiratoire sévère. La saturation en oxygène fait également partie des éléments à considérer, mais rappelons que chez un patient traumatisé en choc, il peut être difficile d'obtenir une lecture fiable de la SpO2. La détresse respiratoire sévère fait principalement référence aux patients qui présentent une altération du niveau de conscience à V, P ou U avec un des tableaux cliniques suivants. Hypoventilation et bradypnée, donc une fréquence respiratoire inférieure à 10 à la minute. Tachypnée avec respiration laborieuse, superficielle, désaturation, cyanose, faible amplitude et entrée d'air restreinte. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un patient traumatisé peut nécessiter une assistance ventilatoire et même une intubation sans qu'il s'agisse d'une détresse respiratoire sévère non contrôlée en soins préhospitaliers. Un patient traumatisé en détresse respiratoire sévère doit être orienté vers un centre de traumatologie tertiaire si le paramédic contrôle la situation, même s'il assiste la ventilation, que le patient soit intubé ou non. Pour considérer qu'une détresse respiratoire sévère est non contrôlée, nous devons objectiver un des éléments suivants lors de notre appréciation clinique. Patient non intubé qui ne peut être ventilé et oxygéné correctement avec le ballon masque ou l'oscillateur. Exemple, fuite importante, absence d'amplitude, trismus significatif de la mâchoire. Pourquoi le trismus? Le patient avec un trismus peut être difficile à ventiler et il peut se détériorer rapidement et sera impossible à intuber. De plus, si le patient présente des vomissements, il sera très difficile de suctionner les voies respiratoires et l'aspiration pulmonaire pourrait survenir. Il y a un risque élevé d'obstruction des voies respiratoires. Un autre des éléments que nous devons considérer pour objectiver une détresse respiratoire sévère non contrôlée est patient intubé qui ne peut être ventilé et oxygéné correctement. Exemple, fuite importante, absence d'amplitude, entrée d'air restreinte. Dans ces conditions d'instabilité au niveau de la gestion des voies respiratoires, l'arrêt au centre hospitalier le plus près peut permettre de corriger la situation. Par exemple, avec une intubation endotrachéale avec l'aide d'une médication sédative et analgésique ou une décompression thoracique à l'aiguille suivie d'un drain thoracique. Pour synthétiser, un patient en ACR ou en détresse respiratoire sévère non contrôlée en soins préhospitaliers doit être orienté vers le centre hospitalier le plus près. Toutefois, à distance égale entre un centre hospitalier hors réseau trauma et un centre hospitalier de traumatologie, toujours favoriser le centre hospitalier de traumatologie. À distance égale entre deux centres hospitaliers de traumatologie, le cas échéant, favoriser le centre hospitalier de traumatologie de plus haut niveau. Tout cela peut être résumé en 3 scénarios de détresse respiratoire sévère non contrôlée en soins préhospitaliers lors d'une situation traumatique.
Si déjà sur les lieux, au chevet du patient, la détresse respiratoire sévère est non contrôlée, l'orientation sera vers le CH le plus près. Si la détresse respiratoire sévère devient non contrôlée en transport vers un centre tertiaire, il faudra se réorienter vers le centre hospitalier le plus près disponible. Le troisième scénario implique la même situation que le scénario précédent, soit une détresse respiratoire sévère qui devient incontrôlée en transport vers un centre tertiaire, à la différence qu'il n'y a pas de centre hospitalier disponible à proximité. Dans ce contexte, il faudra poursuivre le transport vers le centre hospitalier tertiaire, faute d'option. En Montérégie, les femmes enceintes de 20 semaines ou plus bénéficieront d'une nouvelle orientation en traumatologie lorsque leur état correspond aux critères des étapes 1 et 2 de l'EQTPT. D'entrée de jeu, les particularités physiologiques de la femme enceinte de 20 semaines ou plus lui permettent minimalement de figurer à l'étape 4 de l'EQTPT. Toutefois, les besoins particuliers de ces patientes doivent être pris en considération même si elles correspondent à une autre étape de l'EQTPT. La patiente traumatisée enceinte de 20 semaines ou plus correspondant à l'étape 4 de l'EQTPT doit être orientée vers un centre de traumatologie selon l'organisation régionale. Si elle correspond à l'étape 3, elle doit être transportée vers le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal de 70 minutes selon l'organisation régionale. Donc, pour les étapes 3 et 4, les orientations prévues depuis l'implantation de l'EQTPT sont maintenues. La particularité pour les femmes enceintes de 20 semaines ou plus correspondant aux étapes 3 ou 4 est que, si plus d'une option de centre de traumatologie sont possibles selon le lieu de la prise en charge, il faut favoriser le centre hospitalier qui prend également en charge l'obstétrique et les nouveau-nés, tout en respectant l'organisation régionale. L'ajout d'une nouvelle orientation concerne les femmes enceintes de 20 semaines ou plus et correspondant aux étapes 1 ou 2 de l'EQTPT. Leur besoin particulier est la présence d'un centre tertiaire offrant de la traumatologie obstétricale, dont l'accès rapide à une césarienne d'urgence justifie cette modification. En Montérégie, lorsque le paramédic est en présence d'une femme enceinte de 20 semaines ou plus, dont l'état correspond aux critères des étapes 1 ou 2 de l'EQTPT, il doit prioriser une orientation vers l'hôpital Sacré-Cœur. L'hôpital Sacré-Cœur doit être priorisé si le délai d'arrivée est de 70 minutes ou moins. Si le délai ne peut être respecté, la patiente doit être orientée vers un centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal de 70 minutes selon l'organisation régionale. Il faut favoriser un centre hospitalier qui prend en charge l'obstétrique et les nouveau-nés. L'hôpital Sacré-Cœur est donc le seul centre tertiaire considéré chez la femme enceinte de 20 semaines ou plus avec un traumatisme majeur correspondant aux étapes 1 ou 2 de l'EQTPT. L'hôpital Montréal Général est exclu des orientations pour cette clientèle bien précise. Concrètement, l'hôpital Sacré-Cœur doit être priorisé. S'il est impossible de s'y diriger dans le délai maximal de 70 minutes, la deuxième option sera le centre de traumatologie de plus haut niveau, prenant également en charge l'obstétrique et les nouveau-nés. Ici encore, le délai maximal de 70 minutes doit être respecté. En Montérégie, l'hôpital Charlemagne offre ses services et en Estrie, ces services sont dispensés par le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, le CHU Fleurimont. Si le délai de 70 minutes ne peut être respecté pour aucun des trois centres de traumatologie offrant également de l'obstétrique et de la néonatologie, soit l'hôpital Sacré-Cœur, l'hôpital Charlemagne et le CHU Fleurimont, il faut utiliser la troisième option et se diriger vers le centre de traumatologie de plus haut niveau dont le délai de transport est le plus court. Bien sûr, l'organisation régionale doit être respectée. Si la patiente enceinte de 20 semaines ou plus figure à l'étape 1 de l'EQTPT et est en arrêt cardio-respiratoire ou en détresse respiratoire sévère non contrôlée en préhospitalier, elle doit être orientée vers le centre hospitalier le plus près, qu'il s'agisse d'un centre de traumatologie ou non. À distance égale entre un centre hospitalier hors réseau trauma et un centre hospitalier de traumatologie, toujours favoriser le centre hospitalier de traumatologie. À distance égale entre deux centres hospitaliers de traumatologie, le cas échéant, favoriser le centre hospitalier de traumatologie de plus haut niveau.
Abordons maintenant le sujet des nouvelles orientations modifiées dans le contexte des traumatismes spinomédulaires. Ce segment a été mis à jour suite à l'édition de 2023 des PIC-PSP et du communiqué clinique du directeur médical des SPU de la Montérégie le 13 avril 2024 et ayant pour titre « Orientation primaire vers l'hôpital Sainte-Justine de Montréal pour la clientèle traumatisée ayant un déficit neurologique ». Il est primordial de bien identifier les patients ayant un déficit neurologique afin de les orienter vers un centre de traumatologie ayant une expertise plus pointue en matière de traumatisme spinomédulaire. Ces centres hospitaliers sont l'hôpital Sacré-Cœur et l'hôpital Sainte-Justine. Ces traumatismes coteront à l'étape 2 de l'EQTPT sous le point paralysie aiguë chez le patient conscient. Afin de permettre à ces patients de recevoir plus précocement des soins répondant encore mieux à leurs besoins, nous devons nous référer à la définition de paralysie proposée par les PIC-PSP pour ce point de l'EQTPT. Nous allons inclure au point paralysie de l'EQTPT tout déficit neurologique de novo qui est compatible avec une lésion médulaire traumatique, qui n'est pas explicable par une fracture distale d'un membre et qui peut être soit une atteinte motrice complète ou partielle, présente ou disparue, ou une atteinte sensitive complète ou partielle persistante. Pour détecter une atteinte motrice ou sensitive, le TAP doit compléter un examen neurologique rigoureux. L'examen neurologique peut être fait en même temps que l'examen physique. Le patient doit être conscient pour objectiver une atteinte motrice ou une atteinte sensitive. L'examen neurologique rigoureux est essentiel. Il est notre seul outil de détection. Tel que mentionné précédemment, les patients traumatisés ayant une blessure spinomédulaire avec une atteinte motrice complète ou partielle, présente ou disparue, ou une atteinte sensitive complète ou partielle, persistante, correspondent à l'étape 2 de l'EQTPT. Toutefois, en présence d'un patient correspondant à l'étape 1 de l'EQTPT, si le TAP a objectivé une atteinte motrice complète ou partielle, présente ou disparue, ou une atteinte sensitive complète ou partielle persistante, il doit considérer prioritairement une orientation vers l'hôpital Sacré-Cœur ou Sainte-Justine. Il pourra s'y diriger si le délai de 70 minutes peut être respecté. Sinon, il doit orienter le patient vers un centre de traumatologie tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai de 70 minutes maximum selon l'organisation régionale. Rappelons, comme nous l'avons vu plus tôt, que lorsqu'un patient correspond à l'étape 1 et qu'il est en ACR ou présente une détresse respiratoire sévère non contrôlée en préhospitalier, il doit être orienté vers le centre hospitalier le plus près. À distance égale entre un CH hors réseau trauma et un CH de traumatologie, toujours favoriser le CH de traumatologie. À distance égale entre deux CH de traumatologie, le cas échéant, favoriser le CH de traumatologie de plus haut niveau. Considérant ces informations, il faut retenir que pour tout patient correspondant aux étapes 1 ou 2 de l'EQTPT et présentant une blessure spinomédulaire avec une atteinte motrice complète ou partielle, présente ou disparue, ou encore une atteinte sensitive complète ou partielle persistante, il faut prioritairement considérer une orientation vers l'hôpital Sacré-Cœur ou l'hôpital Sainte-Justine. Les patients de 16 ans et plus seront orientés vers le centre hospitalier Sacré-Cœur et les patients de moins de 16 ans vers l'hôpital Sainte-Justine si le délai maximal de 70 minutes peut être respecté. Chez le patient de 16 ans et plus, si ce délai ne peut être respecté, la seconde option est d'orienter le patient vers l'hôpital Montréal Général puisqu'il s'agit du centre de traumatologie tertiaire prévu à l'organisation régionale. Ici encore, le délai maximal de 70 minutes doit être respecté. Si le délai ne peut être respecté pour cette seconde option, dirigez-vous vers le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal de 70 minutes, toujours selon l'organisation régionale. Si plus d'un centre de même niveau sont disponibles, favorisez le délai le plus court. Chez le patient de moins de 16 ans victime d'un traumatisme spinomédulaire, lorsqu'il est impossible de l'orienter vers l'hôpital Sainte-Justine dans le délai maximal de 70 minutes, une autre option devra être appliquée.
il pourra être orienté vers le CHU Fleurimont. Ce centre tertiaire dessert certains secteurs de l'Estrie et de la Montérégie. Pour s'y rendre, le paramédic doit s'assurer que le CHU Fleurimont est un centre hospitalier prévu à l'organisation régionale du lieu de la prise en charge et que le délai maximal de 70 minutes peut être respecté. Si les orientations vers Sainte-Justine ou le CHU Fleurimont ne sont pas des options valables, soit en raison du délai de transport ou de l'organisation régionale, l'option suivante est une orientation vers l'hôpital Montréal pour enfants, puisqu'il s'agit du centre de traumatologie tertiaire prévu à l'organisation régionale pour cette clientèle. Si une orientation vers l'hôpital Montréal pour enfants n'est pas possible, la dernière solution est de vous diriger vers le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal de 70 minutes selon l'organisation régionale. Si plus d'un centre sont disponibles, favorisez le délai le plus court. À retenir, en présence d'un patient de 16 ans et plus, présentant une atteinte motrice complète ou partielle, présente ou disparue, ou une atteinte sensitive complète ou partielle persistante, il faut prioriser une orientation vers l'hôpital Sacré-Cœur. Dans les mêmes circonstances, si le patient est âgé de moins de 16 ans, il faut prioriser l'hôpital Sainte-Justine. Abordons maintenant le sujet de l'orientation de patients traumatisés vers l'hôpital Pierre-Boucher. Ce segment a été intégré à cette capsule vidéo suite à la diffusion du communiqué du directeur médical de la Montérégie le 18 mars 2024 et intitulé « Patients du bassin de desserte de l'hôpital Pierre-Boucher, victimes d'une chute de leur hauteur, qui devons-nous orienter vers l'hôpital Charlemagne? » Puisque ce segment se veut complémentaire, nous allons plutôt tenter de répondre à la question implicite et sous-entendue de celle adressée par le communiqué, soit « Quel patient traumatisé devons-nous orienter vers l'hôpital Pierre-Boucher? » Avant de répondre à cette question, il faut d'abord faire une mise en contexte. Le centre hospitalier Pierre-Boucher n'est pas un centre de traumatologie, mais il peut recevoir des patients ayant un traumatisme isolé et certains patients ayant un EQTPT positif aux étapes 4 ou 5. Le plateau technique du CHPB permet d'effectuer ces orientations puisque le patient pourra recevoir les soins dont il a besoin. Un des enjeux en cause est qu'il y a encore trop de patients en provenance du bassin de desserte de Pierre-Boucher qui sont orientés vers l'hôpital Charlemagne. Nous pensons ici aux patients qui n'ont pas besoin de l'expertise de l'hôpital Charlemagne comme centre de traumatologie. Maintenant que le contexte est établi, quelle est la réponse à notre question? Quel patient traumatisé devons-nous orienter vers l'hôpital Pierre-Boucher? La réponse est la suivante. Le lieu de prise en charge doit être dans le bassin de desserte de l'hôpital Pierre-Boucher. Le patient doit avoir été victime d'une chute de sa hauteur. Le patient doit avoir 16 ans et plus. Le patient doit être positif aux étapes 4 ou 5 de l'EQTPT. Prenons un instant pour répéter les critères d'orientation d'un patient traumatisé vers l'hôpital Pierre-Boucher avant de compléter les explications. Le lieu de prise en charge doit être dans le bassin de desserte de l'hôpital Pierre-Boucher. Le patient doit avoir été victime d'une chute de sa hauteur. Le patient doit avoir 16 ans et plus. Le patient doit être positif aux étapes 4 ou 5 de l'EQTPT. En complément d'information, pourquoi le patient doit-il avoir 16 ans et plus? La réponse est fort simple. Le patient âgé de 15 ans et moins fait partie de la pédiatrie et pour le bassin de desserte concerné, l'orientation prévue en pédiatrie est l'hôpital Charlemagne. Donc, si on met le critère 16 ans et plus en perspective avec l'étape 4 de l'EQTPT, il est possible d'affirmer qu'une orientation vers Pierre-Boucher peut être considérée pour tous les patients correspondant à l'étape 4, sauf ceux âgés de 15 ans et moins. Pour terminer les informations complémentaires, un petit mot sur l'appréciation d'un patient ayant un trouble cognitif. L'appréciation des patients ayant un trouble cognitif représente un défi. Les signes et symptômes d'un déficit cognitif peuvent ressembler à un traumatisme crânien.
Si à la suite d'une chute de sa hauteur, un patient ayant un trouble cognitif correspond à l'étape 1 de l'EQTPT en raison de son score sur l'échelle de Glasgow, le paramédic pourra envisager une orientation vers l'hôpital Pierre-Boucher s'il n'a objectivé aucune détérioration de la condition normale du patient. À ce point-ci, nous nous permettons d'insister sur le fait que l'orientation vers l'hôpital Pierre-Boucher pourra être envisagée pour une seule cinétique, soit une chute de la hauteur de la victime. Aucune autre. Pour clore ce segment, prenons quelques secondes pour revoir les critères d'orientation du patient traumatisé vers l'hôpital Pierre-Boucher. En guise de conclusion, rappelons qu'un patient traumatisé de 16 ans et plus et négatif à l'EQTPT sera orienté vers l'hôpital Pierre-Boucher si le lieu de sa prise en charge est dans son bassin de desserte. Demeurez à jour en vous abonnant à notre chaîne YouTube SPU Montérégie et en activant les notifications.